Elle écrit des textes formidables, empreints d'émotion, qu'elle joue chaque semaine pour un invité choisi dans l'émission Quelle époque, en deuxième partie de soirée sur France 2. Elle endosse les habits de personnages bouleversants, drôles ou cocasses, et délivre avec grâce et son œil clair ses textes, ou alors chante divinement comme elle l'a fait récemment en duo avec Lara Fabian, au point d'arracher des larmes des invités en plateau et des téléspectateurs, moi le premier. Elle, c'est Charlotte Denot. Bonjour Charlotte. Bonjour. Pour moi, Charlotte, c'est la vraie révélation de cette émission. Comme Florence Foresti le fut à l'époque de Laurent Ruquier. Chère Charlotte, je vous ai sollicité pour votre témoignage, car au-delà de votre talent, je sais votre sensibilité, qui fait de vous une humaine avec un grand H. Charlotte, c'est quoi le bonheur pour vous ? Quelle définition vous donneriez du bonheur ? Je crois qu'il est très subjectif et puis il dépend d'où on se situe dans sa vie, dans quel pays on habite, de quelle culture on dépend. Je crois qu'il y a plein de petits bonheurs en fait. Un petit thé le matin, enfin un café, moi je suis plus team café, mais un bon café le matin c'est un petit bonheur déjà, voire une nécessité. Petit verre de blanc le soir, c'est un petit bonheur. Les nuages, les couchers de soleil, c'est des petits bonheurs. Il y a des petits trucs comme ça. Ma nièce qui a 12 ans, c'est un petit bonheur. Mon neveu, enfin voilà. Je crois qu'il y a plein de choses qui peuvent constituer au quotidien le bonheur. Et je crois qu'on fantasme souvent l'idée du bonheur comme étant une espèce d'accomplissement ou une forme de saint Graal, alors qu'en fait, il est tous les jours si on décide, même quand c'est très difficile. Mais c'est ça qui est difficile, c'est d'aller le chercher quand on s'imagine qu'il n'est plus là. Si je vous demande c'est quoi votre souvenir d'enfance, celui qui remonte spontanément à la surface ? Je crois que c'est les moments où je grimpe dans le cerisier chez mes grands-parents et que je me défonce le bide, clairement, et que je suis malade toute la nuit, Ah ouais. et que je tâche mes robes et que ma mère me dit « Putain, t'es chiante ». C'est ça votre souvenir qui... C'est le jardin de mes grands-parents. Ouais. Vous étiez en province ? Vous habitiez en province ou vous êtes Non, parisienne ? en banlieue. D'accord, en banlieue parisienne. Ouais. Si je vous demande, c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre qui vous a marqué ou tout simplement qui est votre référence absolue et pourquoi ? De la colère de Sénèque, parce que c'est un livre qui a été très apaisant pour moi. Chaque émotion constitue un garde-fou dans une vie, et la colère est là pour nous protéger, nous dire, pour exprimer attention, mes limites n'ont pas été respectées. Sauf que quand on ne travaille pas cette colère-là suffisamment, c'est là qu'elle tue, je crois, le plus d'individus. Parce qu'il y a la colère contre soi-même et il y a celle contre les autres aussi, mais réellement, si on accepte que c'est important de la laisser sortir, on s'en défait, on s'en détache, et Sénèque l'explique très très bien, en fait. Et alors, dans toutes vos chroniques, toutes celles que vous faites chaque samedi dans Quelle époque, vous travaillez beaucoup justement sur les sentiments, sur la joie exacerbée, la tristesse exacerbée, la colère, etc. Ça c'est voulu, et enfin j'imagine que c'est voulu, mais est-ce qu'il a inspiré ça dans votre vie en fait ? Je crois qu'on est tous constitués uniquement d'émotions à la toute base de la vie. Un bébé qui pleure, c'est parce qu'il a la dalle, ou parce qu'il est triste, ou parce qu'il a peur. Voilà. Et en fin de compte, on a mis plein de masques en grandissant, d'adultes, parce qu'on a des rôles, des casquettes, de travailleurs, de mamans, de femmes. Voilà. Et finalement, les émotions, je trouve que c'est toujours intéressant à aller farfouiller, parce que c'est ce qui nous défini parfois, et on peut se laisser embarquer par les émotions. Parfois, à d'autres moments, on veut surtout pas les montrer, donc on les retient, mais il y a une phrase comme ça qui dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc c'est important aussi d'en avoir conscience parfois. Des émotions qui nous traversent, et pourquoi elles nous traversent, et de quelle façon, parce que finalement, quand on fait semblant de ne pas les voir, elles reviennent, elles sont toujours là, et elles reviennent 10 fois plus puissantes pour nous dire attention, je t'avais dit que j'étais là, t'as pas voulu m'écouter. Et tout le monde ne sait pas l'exprimer aussi bien que vous, d'où vient ce talent de plume que vous avez ? Alors merci beaucoup, je sais pas si je l'exprime bien, en tout cas j'essaye de l'exprimer de façon juste avec moi-même, du moins, ou comme je le perçois chez l'autre, j'essaye d'aller gratter en fonction de ce que je ressens chez l'invité qui est en face,
dans ce que je peux lire de lui ou ce que je peux regarder, ce qu'il essaye soit de cacher ou ce qui transpire parfois dans ce qu'il ne dit pas. C'est bien présomptueux de ma part d'ailleurs, parce que je pourrais tout à fait être à côté. Mais je crois que parfois il y a une pudeur aussi dans les sentiments qui est assez jolie chez certains invités. Qui est presque encore plus challengeante, j'allais dire, même si j'aime pas trop ce mot, mais il y a un côté, allez, je vais essayer de voir ce qu'il y a derrière cette carapace. Et c'est joli, je trouve, d'aller essayer de chercher ce qu'il y a derrière. Au moment où on se parle, là, quelle est la chronique qui vous a le plus satisfait, celle où vous avez eu le plus d'émotions, celle avec Lara Fabian? Ouais, exactement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 14 ans et c'est réellement la nana qui a 14 ans qui est face à elle. Et donc je crois que c'est pour ça que ça me fait le plus fialer. C'est la traversée du miroir. Ouais, c'est ça. Je me dis, je me fais un cadeau à ma moi du passé. Et ma moi du passé me dit putain merci, c'est cool, tu l'as fait. De quoi ne voudriez-vous jamais vous passer, sous-entendu, pour être heureuse? D'amour, l'amour de la vie, quoi. L'amour des autres, l'amour de l'autre, l'amour des petits bonheurs, le plaisir. Peut-être plus le plaisir ou la liberté. Du coup, j'ai pas du tout choisi, j'ai pas répondu. La liberté d'être... L'amour et la liberté. Ouais. Sauf que des fois, l'amour, c'est un peu privatif par rapport à la liberté. Justement, c'est là où je crois qu'on se trompe d'amour, en réalité. Si ça nous prive de liberté, c'est que ça n'en est pas. Ça n'en est pas. C'est que c'est de l'attachement ou de l'emprise ou des choses qui sont moins jolies. Ou de la passion aussi. La passion, c'est pas de l'amour. C'est très fort, c'est très vif, mais pour autant, ça ne nous donne pas forcément de liberté, ou en tout cas, pas sur le long terme. Je crois que le véritable amour, en tout cas, c'est celui qui nous donne des ailes, justement, et qui nous fait nous envoler et nous permet d'avancer très, 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 très loin. Justement, l'amour, ça fait pas peur. Et chez vous, l'amour rime avec humour. Oui, je suis très attachée à la notion d'humour, j'y suis très sensible. Je crois que c'est fédérateur et que ça nous rassemble finalement, l'humour. Ça doit être vecteur de bienveillance et aussi de message pour justement nous libérer de tout un tas de choses qu'on nous a imposées sociétalement ou dans l'éducation ou culturellement. Tout un tas de raisons qu'on connaît. Et tous les samedis, vous administrez la preuve qu'on peut faire de l'humour, et un humour très fin, sans être méchant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui est de charger, de dire des choses un peu désagréables. Vous êtes jamais en opposition avec l'invité à qui vous écrivez, en fait. Merci beaucoup. Alors après, il y a des avis différents sur chaque chronique, et c'est vrai que je veux pas... mon objectif, c'est évidemment pas d'être méchante, parfois j'essaie de... Un peu caustique des fois. Ouais, bien sûr, parce que je trouve qu'il y a certains messages qui passent comme ça et qui font réfléchir sur certains sujets, notamment liés au handicap ou aux maladies psychiques. Quant à l'état actuel de la situation en France, où clairement on est en manque de moyens ou de mise à disposition sur l'accessibilité, par exemple. Donc je trouve que faire des vannes là-dessus, ça permet aussi de parler du sujet, et que la véritable inclusion, c'est de parler et de rire de tous ces sujets. Et non pas justement de faire comme s'il fallait surtout pas prononcer le mot. On a l'impression que c'est Voldemort, il faut pas le dire, le mot handicap, quoi. Il y a un truc un peu inconcevable chez moi. Vous êtes croisonesque. Ouais, je le fais avec gros bisous à mon Philou. C'est quoi votre mot préféré? Ou de la langue française, évidemment, et le mot auquel vous pensez là, instantanément? J'allais dire Alors, spontanément, je vais être très honnête, je pense qu'il y a une notion de désir, mais il n'y a pas de connotation sexuelle ou sensuelle. Genre le désir dans ce qui peut représenter le désir d'accomplissement, le désir, l'envie de se dépasser, le désir d'aller voir ailleurs. Et je crois que ce désir-là, s'il est très profond, finalement, nous permet d'aller le plus loin du monde. Le désir de changer les choses, le désir de, je sais pas, faire changer les pensées ou voilà, ça peut être n'importe lequel en fait. Ce mot-là, je trouve qu'en fait, il est forcément positif. On ne peut pas faire du mal si on est désireux de faire quelque chose. Charlotte, est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Oui, évidemment. Ce serait hyper présomptueux de ma part de dire que je doute pas. Bien sûr. J'ai eu des invités
qui m'ont dit Ah ouais qu'ils ne doutaient pas et qui ne s'interdisaient de douter plus exactement. Alors en fait, c'est marrant. Moi, je doute tout le temps, mais je veille à ce que ce doute-là devienne une force. Je me dis, ok, si je doute, c'est qu'il y a une raison, soit j'ai pas assez bossé, soit c'est quelque chose qui me fait peur, je me sens pas suffisamment confiante, ou alors je connais pas suffisamment mon texte, ma rime n'est pas assez affûtée, il faut que je la rebosse dessus. Un jour, c'est Thomas Soto qui m'a dit cette phrase, il m'a dit « Sois forte de tes doutes ». Et je la trouve très juste, elle est très forte. Et vraiment, j'y pense souvent à cette phrase parce que je la trouve vraiment exacte. Il faut être fort de ses doutes, en fait. Si on doute, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter ses peurs, c'est pas ça. Mais parce que sinon on se fait bouffer, et ça n'a pas de sens, et on fait rien. Ou alors on est dans une prophétie autoréalisatrice, et puis on finira par aller vers la destinée que la peur nous a octroyée, quoi. Alors que... douter, c'est se remettre en question, quoi. Se dire, ok, je sens que je peux aller plus loin. Et allez, remettre un petit coup de collier, quoi. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Plus d'indulgence elle est difficile, cette question. C'est pour ça que je la pose. Ouais. Je dirais que je sais pas trop. Il y en a pour lesquels j'ai pas du tout, au contraire, d'indulgence. La peur, je crois, c'est terrible, mais je peux concevoir que la peur, ou la peur de mal faire, la peur de puisse scléroser un individu. C'est hyper dur de défoncer la peur. Vous diriez plutôt l'intranquillité, en fait, le fait de jamais être tranquille. Ouais, de remettre en question en permanence ses choix. Je me dis, c'est humain de remettre en question une décision. Parce que on se dit, mince, mais si j'avais fait A, peut-être que je serais plus heureux. En fait, je vis pas du tout dans le passé. Au contraire, je me dis, allez, le choix est fait, on y va, on avance. Mais je comprends que par anticipation, on puisse se dire merde, attends, là je vais à tel endroit, est-ce que je prends la bonne décision ? Voilà, on a un petit peu peur de... Et en même temps, je me bats tout le temps contre elle, en me disant elle existe, elle est là, mais je veux pas lui laisser... gagner la partie. Non, surtout pas, c'est certainement pas elle qui aura le premier rôle. Et pour avoir discuté un petit peu avec vous en off, j'ai découvert que vous aviez tout laissé tomber à 30 ans, parce que vous aviez une carrière toute tracée, vous avez fait une école de commerce. Et alors, donc ça veut dire que vous êtes aussi résolu, quand vous avez pris une décision, vous y allez en fait. Oui, j'ai mis du temps. Donc vous n'avez pas peur. Si, mais c'est-à-dire que je pense que finalement ça aurait été de ma part presque plus courageux de rester dans un CDI qui m'allait pas. Et quand j'ai décidé de tout plaquer et de quitter mon CDI en me disant je fais une rupture conventionnelle, etc., j'avais quand même pas fait n'importe quoi. Je savais que je partais pas avec zéro, mais je commençais le mois avec 10 balles, c'était pas grave, dans le sens où j'allais faire quelque chose que j'aime. Et même s'il y avait beaucoup de risques, parce que courir après l'intermittence en sortant d'un CDI, sur le papier, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant pour les parents ou quoi. Et en fait, moi, ça m'allait complètement parce que à 30 ans, remplir des tableurs Excel et vérifier que les KPI étaient honorés, j'en avais plus rien à foutre en fait. C'était pas du tout ce qui m'amusait. Je pense qu'on est plus nombreux qu'on ne le pense, mais ça me faisait pas bander le cerveau, quoi. Les chiffres, tout ça, ça me fatiguait plus qu'autre chose. J'étais pas épanouie. Je me levais pas le matin en me disant génial, je vais bosser. Et je voulais vraiment, pour moi, je me suis dit, on n'a qu'une vie, il faut. Pourtant, j'aime pas ces phrases qui commencent par il faut, mais je me suis dit, il faut que je trouve un métier qui me fasse avoir le sentiment que c'est pas rébarbatif, quoi. Et en fait, m'amuser, faire la conne, jouer la comédie, écrire, ça arrivait plus tard, même si j'écrivais quand j'étais plus jeune, mais jamais autant que ça. Ça arrivait plutôt pendant le confinement, l'écriture. J'avais un peu plus que ça à foutre, quoi. Comme beaucoup de gens. Les éditeurs sont pleins de manuscrits et de tapuscrits qui ont été faits pendant le confinement. J'imagine que 2020 a dû être... une année catastrophique. Alors, de manière un peu artificielle, on peut séparer le monde entre optimistes et pessimistes, entre gens qui sont optimistes et pessimistes. Il se trouve que la France, globalement, on est un des pays les plus pessimistes du monde. Je crois qu'on est le 3e. Génial. Juste avant l'Afghanistan. Wow. Voilà. Donc ça, c'est un constat. Ouais. Et il se trouve aussi qu'on est le pays le plus gros consommateur d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, etc. Moi, personnellement, vous êtes mon antidépresseur tous les samedis. Merci beaucoup. Mais une ordonnance, j'espère. Voilà. Moi, je suis en ALD.
Mais qu'est-ce qui vous rend optimiste en général, vous, Charlotte Deneau, et qu'est-ce qui vous rend optimiste pour vous et pour l'avenir, en fait? Bah, j'ai l'impression de me répéter, mais tous les petits bonheurs, en réalité, je me dis que ce qui me rend optimiste, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est pas facile, hein, quand on voit l'actualité, c'est pas forcément évident, quoi. C'est anxiogène. Ouais, c'est très anxiogène. Mais ce qui me rend optimiste, c'est ouais, les petits moments de vie, les rencontres. Les rencontres, elles sont chargées de sens. Parfois, on rencontre des individus qui sont très puissants dans ce qu'ils ont à nous transmettre et il se passe quelque chose. Et donc ça me rend optimiste parce que je me dis qu'on a tout à construire tous les jours en étant simplement plus curieux, plus alerte de ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un, de ce que ça génère chez nous, de ce que ça génère chez lui ou chez elle, et puis de ce que ça nous fait créer, en fait. Donc là-dessus, je suis optimiste parce que la vie est faite de tous ces moments-là de bonheur. Ça peut paraître un peu couillon, quoi, mais je me dis, ça peut nous amener à faire des jolies choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, Charlotte? Et bien, que ça continue dans la même direction, qu'il y ait plein de projets qui éclatent. Des sollicitations, peut-être? De gens qui vous auraient vu à l'antenne et qui ont envie de vous faire tourner, par exemple? Ah oui, mais je crois que même de façon introspective, être capable de profiter de ce qui se passe, conscientiser parfois les choses. Là, je réalise pas trop, mais c'est bien. Du coup, j'avance. C'est pas plus mal. Je crois qu'il faut pas trop fantasmer parfois ce qui se passe. C'est important d'avancer, quoi, au jour le jour. On verra, quoi. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite et on vous souhaite une belle continuation, une bonne continuation. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, le bonheur, c'est les autres. Exactement. Question bonus avec Charlotte Deneau. Charlotte, vous nous avez dit tout à l'heure quelle a été la chronique qui vous avait le plus ému. Donc c'est celle où vous avez chanté en duo avec la chanteuse que vous adoriez quand vous étiez jeune, quand vous aviez 14 ans. Maintenant, je vais vous demander quel est le personnage que vous avez créé, parce que vous avez créé des personnages extraordinaires. Moi, j'ai retenu par exemple La Folle, La Timbrée, mais il y en avait d'autres, il y en avait plein d'autres. Vous avez joué, à un moment donné, vous êtes une militaire. Enfin voilà, à chaque fois, c'est un bonheur. Quel est vous le personnage que vous avez préféré jouer? Je crois qu'on va être d'accord, hein. Moi, c'est le personnage de Sixtine, pour le coup, qui s'est échappé de Sainte-Anne. Quand je l'ai écrit, il m'a valu des sauts de merde. Ah bon? Bien sûr, il m'a valu des sauts de merde parce que les gens se sont insurgés en disant que c'était psychophobe. Voilà, des trucs. Ouais. Alors, ce qui est triste en plus, qu'en l'écrivant, ce que je voulais passer comme message, c'était justement qu'elle est devenue complètement folle de cette société en allumant la télé et en regardant les infos. Et qu'elle voulait, elle, faire des câlins aux gens parce qu'elle voyait des gens se tuer entre eux. Et qu'elle s'est dit de façon très binaire, très naïve, il faut que je répare. Mais s'il y a des gens qui se tuent entre eux et qui se connaissent pas, alors il faut qu'il y ait des gens qui se connaissent pas et qui se font des câlins. Et qui est devenu, et que les gens ont repoussé. Et moi, c'est le message que je voulais porter, et à écrire, ou en tout cas à jouer, il était plus puissant, quoi. Rappelez-moi, c'était pour qui? Parce que c'était pour Jérémy Ferrari. C'est ça, pour Jérémy Ferrari. Donc à écrire et à jouer, effectivement, il avait quelque chose de fort. Ouais, il avait quelque chose de puissant. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais les deux qui vous ont précédé sur un exercice un peu similaire, c'était Jonathan Lambert et c'était on en a parlé tout à l'heure, Florence Foresti, et les deux ont joué à un moment donné un personnage de ce sont des killers, vous citez des grands. Mais vous êtes une grande. Vous êtes une grande. Pas encore, mais merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci beaucoup à vous.